Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Demon Slayer, le shonen que je devais démonter depuis Mathusalem, parce que ouais, ça fait une éternité qu'on me demande de critiquer Demon Slayer, de critiquer Kimetsu no Yaiba, hein, en version originale, et j'ai longtemps hésité. Déjà parce que j'ai du mal avec les shonen en général, je pense que vous le savez pour ceux qui suivent ma chaîne, mais aussi parce que Demon Slayer, bah, ça me semblait l'un des pires du lot, question shonen, et ouais, il l'est. Mais bon, qu'est-ce que je ne ferais pas pour un peu de YouTube monnaie, donc forcément, nous y sommes. Bon, si on commence par le commencement, il faut quand même dire que depuis ses débuts, en 2019, Demon Slayer, c'est-à-dire Kimetsu no Yaiba encore une fois, a explosé en popularité dans la galaxie manga animé et surtout dans la galaxie shonen neketsu, c'est-à-dire shonen de bagarre. Et entre ses records de vente, son adaptation animée époustouflante en tout cas, en ce qui concerne l'animation je veux dire, hein, et son film qui a pulvériser le box-office, eh bien, on pourrait croire que l'œuvre de Koyoharu Gotoge est effectivement un chef-d'œuvre absolu. Pourtant, derrière l'esthétique léchée de l'animé et ses combats spectaculaires, eh bien, le scénario, on va le dire, m'a laissé des plus perplexes, sans même parler des personnages extrêmement ennuyants, de l'univers qui m'a laissé de marbre, du système de combat qui est, on va le dire, et ne mâchons pas nos mots, complètement éclaté au soleil, l'échelle de puissance qui est plus qu'insensée. Enfin voilà, ça a été compliqué du début jusqu'à la fin, mais ne vous inquiétez pas, on va discuter de tout ça bien tranquillement. Alors sans plus attendre, c'est parti. Et sans trembler du menton, pourquoi Kimetsu no Yaiba est éclaté au sol? Alors déjà, il faut quand même parler de Tanjiro. Donc dès le début de l'histoire, le protagoniste principal du manga, Tanjiro, nous est présenté comme un garçon gentil, travailleur et attentionné. Il est souvent critiqué par les fans du fait qu'il soit, on va le dire, peut-être un peu trop bienveillant, le fait qu'il pleure peut-être un peu trop souvent, et qu'il ne perd jamais. En tout cas, pas après avoir rejoint les pourfendeurs, mais honnêtement, c'est pas vraiment des défauts en soi. Sa gentillesse ne l'empêche pas d'éliminer des démons, son côté émotif est simplement un trait de caractère, et dans un shonen, on va pas se mentir, le héros est censé gagner la plupart du temps. Donc je veux dire, si on veut traîner Tanjiro en procès pour cette raison-là, faudra traîner 95%, si ce n'est pas plus, des héros de shonen pour ça aussi. En fait non, le vrai problème de Tanjiro, c'est que son évolution psychologique ne suit aucune logique crédible. Dès l'épisode 2, après avoir perdu toute sa famille de manière, on va le dire, des plus atroces, il se remet immédiatement à acheter un panier pour transporter Nezuko comme si de rien n'était. Le mec a littéralement enterré sa mère, ses frères et toute sa famille dans le froid la veille, mais au lieu d'être choqué ou même brisé, bah, il continue sa vie comme si on lui avait juste volé une paire de tongs. Aucune phase de déni, pas de traumatisme visible, rien du tout. Il ne montre des signes de vraie colère ou même de douleur émotionnelle que bien plus tard, face à Muzan ou Daki. Et à ce stade, ça ressemble plus à une tentative tardive de justifier son manque de réaction initiale qu'à une réelle évolution du personnage. Et puis au-delà de ça, on va pas se mentir, je l'ai dit au début, Tanjiro n'a rien à proposer. Le fait que ce soit effectivement l'underdog de base, hein, le mec gentil, travailleur, attentionné, voilà, qui croit en l'amitié, bon, voilà. On a déjà vu ça avant, on verra ça après. En termes de protagoniste principal de shonen, le gars n'a pas inventé la roue, ça c'est une évidence. Donc forcément, bah, le mec est ennuyeux, quoi. Voilà, hein, pas besoin d'aller plus loin. Et au-delà d'un personnage principal, on va le dire assez boiteux, il y a surtout le fait que l'univers soit assez mal construit, puisque l'un des plus gros problèmes de Demon Slayer, c'est son world building des plus bancals. L'histoire se déroule dans le Japon de l'ère Taisho, c'est-à-dire début du XXe siècle, mais à part quelques détails vestimentaires et architecturaux, ce cadre historique est à peine exploité. Comment une organisation secrète comme les pourfendeurs peut-elle exister sans que personne ne soit au courant, alors qu'elle combat des monstres en pleine rue avec des techniques, bon, relativement explosives visuellement? Et même si on met ça de côté, je veux dire, si on parle de Muzan, le grand méchant, désolé mais ça va faire mal, le mec est censé être une terreur absolue, un génie machiavélique qui dirige les démons depuis des siècles, mais son plan consiste littéralement à tuer Tanjiro sur un coup de tête, alors qu'il ignore totalement s'il représente une menace ou non. Il passe son temps à éliminer ses propres subordonnés pour des broutilles, et au final, ces 12 lunes sont juste là pour se faire démonter les unes après les autres, sans jamais représenter une menace tangible ni réelle en fait. Donc voilà, c'est vraiment médiocre, et même si on prend l'aspect le plus reconnaissable, l'aspect le plus admiré et le plus admirable de Demon Slayer, c'est-à-dire, bien évidemment, ses combats spectaculaires et son animation, bah même là, il y a des choses à redire. Parce que oui, bon, en termes d'animation, c'est un truc de fou, il n'y a pas de problème. Ufotable a livré un travail phénoménal, donnant aux affrontements du manga une intensité et une fluidité rarement vues dans un animé, donc là-dessus, on ne touche pas, c'est parfait. Par contre, quand on gratte un peu, on se rend compte que les combats sont presque tous construits de la même manière. L'ennemi semble imbattable au début, flashback du méchant pour tenter de nous faire ressentir de l'empathie, le héros découvre une nouvelle technique ou repousse ses limites, et victoire grâce à un power-up, sorti de nulle part, grâce au flashback de je sais pas quoi, grâce à la force de l'amitié. Bref, c'est du shonen classique, mais avec Demon Slayer, non seulement c'est classique, mais c'est surtout rébarbatif et surtout répétitif. Chaque combat suit cette même et unique formule,
ça tue tout suspense. Pour moi, c'est quasiment au même niveau que, attention, le pire shonen ever. Je ne parlerai pas de Naruto, ne vous inquiétez pas. J'essaie de me soigner, mais là, je parlerai effectivement, et je fais référence à Fairy Tail, hein, voilà. Le manga maître en matière de Tomodachi et de pouvoir de l'amitié. Mais bon, mettons ça de côté. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est très loin d'un Hunter x Hunter, on est très loin d'un Jojo Bizarre Adventure, et on est même loin d'un Jujutsu Kaisen. Donc là, clairement, c'est compliqué. En fait, les combats ne sont ni réfléchis ni stratégiques. Là, il s'agit juste de surenchère d'effets spéciaux, qui sont, il est vrai, très beaux visuellement, mais bon, ça s'arrête là, on va pas se mentir. Bon, si on revient au niveau des personnages, si Tanjiro est éclaté au sol, les personnages secondaires sont eux aussi sous-exploités. Les compagnons de Tanjiro, qui sont censés être ses alliés les plus proches, bah... y a pas grand chose à en dire. À part quelques moments de bravo, bah il n'évolue presque pas. Zenitsu est un pleurnichard insupportable qui devient badass que quand il dort, littéralement. Et Inosuke est un bourrin qui passe son temps à hurler et à foncer tête baissée. Ils ont certes quelques moments intéressants, mais leur développement est des plus limités, ce qui les rend vite fatigants. Quant aux piliers, censés être l'élite des pourfendeurs, bah ils sont introduits trop tardivement et pour la plupart ils n'ont pas le temps d'être développés avant de se faire tuer. Rengoku est un excellent exemple puisqu'il est charismatique impressionnant et il a un combat génial, mais il meurt aussitôt. Dommage, puisque c'était l'un des personnages avec le plus de potentiel du manga. Bon alors, on vient de voir effectivement que Demon Slayer souffre d'un problème fondamental avec son héros trop lisse, et bon, des autres problèmes dont je viens de parler, mais ça ne s'arrête même pas là, puisque absolument tout est incroyablement superficiel dans ce manga, et dans cet anime également. L'univers, l'intrigue des personnages, tout s'effondre dès qu'on y applique un minimum de logique. Dès le début, par exemple, il y a une énorme contradiction dans l'univers de Kimetsu no Yaiba. Personne ne croit aux démons. En tout cas, c'est ce qu'on nous présente. Ça pourrait sembler crédible éventuellement, vu que l'histoire se déroule pendant la modernisation du Japon, début du XXe siècle, mais une époque où la science commence petit à petit à remplacer les croyances traditionnelles, mais là où ça coince, c'est que dans cet univers, les démons existent vraiment depuis des siècles et massacrent des gens en permanence. Aussi, comment se fait-il que la société ne les reconnaisse pas comme un problème réel et tangible, justement? Il n'y a ni archives, ni témoins crédibles, ni folklore basé sur ces mêmes démons, alors que le Japon a déjà une riche tradition de yokai et d'oni, c'est-à-dire des démons. On parle d'un pays où des légendes se transmettent depuis des générations, mais bizarrement, tout le monde a oublié l'existence de ces démons dans Kimetsu no Yaiba, qui pourtant décime des villages entiers toutes les nuits. Et au-delà de ça, l'intrigue est d'une simplicité affligeante. On a un schéma ultra classique. Un gamin avec des capacités spéciales affronte des ennemis de plus en plus forts pour sauver ses proches et vaincre un grand méchant, le tout accompagné d'un casting excentrique, avec des passés tragiques à tire-larigot, afin de justifier leur comportement des plus absurdes. Mais surtout, et là vous m'attendez forcément au tournant, Neji avait raison, puisque c'est encore et toujours une histoire du héros élu, où, sans Tanjiro, rien n'avance. La guerre contre Muzan dure depuis des siècles, mais apparemment, personne ne progresse jusqu'à que notre héros Tanjiro arrive et commence à enchaîner les victoires. Comme s'il était le premier à avoir eu cette idée. Encore une fois, Neji avait raison, mais j'ai pas envie de me répéter. Et puis bon, il y a le niveau intellectuel des personnages. Voilà. En termes de QI, je pense qu'on atteint des profondeurs abyssales. Les pourfendeurs de démons sont une organisation censée exister depuis des siècles, mais il n'y a aucune évolution dans leur méthode. Leur processus de recrutement consiste seulement à prendre des gens qui ont perdu des proches à cause des démons. Mais la formation est quasi inexistante. Ils balancent leurs recrues sur une montagne infestée de monstres pendant une semaine sans supervision, et s'étonnent d'avoir un taux de mortalité ridiculement élevé. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas d'entraînement standardisé des pourfendeurs, et apparemment... la respiration, qui est littéralement la seule façon de rivaliser avec les démons, n'est enseignée qu'à une poignée d'élus. Et les missions, c'est juste du grand n'importe quoi. On te file un corbeau, un kimono flashy qui ne protège de rien, une épée colorée et tu dois aller tuer des démons en solo. Sans backup, sans info, sans équipement médical, rien du tout. Et ton seul espoir pour survivre, c'est juste que le plot armor soit avec toi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut même pas dire que l'organisation débute, et qu'ils apprennent encore de leurs erreurs. Ils font ça depuis des siècles. C'est juste de l'incompétence pure, y a pas d'autre mot. Mais s'il y a bien un personnage qui bat tous les records de stupidité, j'en ai déjà un peu parlé, c'est Muzan, ce mec qui m'a marqué par sa connerie. Déjà, il passe la majorité de son temps à se déguiser en mec random ou en femme sophistiquée au lieu de, je sais pas, anéantir les pourfendeurs de démons, j'en sais rien. Son objectif principal est de devenir insensible au soleil, et pour ça, il doit se trouver une fleur rare, c'est-à-dire la Blue Spider Lily, soit bouffer un démon qui a cette capacité. Mais au lieu d'envoyer des milliers de gens pour chercher la plante en leur promettant la richesse ou l'immortalité, il laisse un seul type la chercher pour lui. Pour un mec censé être un génie, il brille pas vraiment par son efficacité, c'est loin d'être le cas d'ailleurs. Et quand Tanjiro commence à devenir une menace, il fait rien. Il lui envoie 2 sous-fifres tout pétés, puis abandonne totalement l'idée de l'éliminer jusqu'à qu'il ne soit trop tard. Il laisse Tanjiro tuer l'une après l'une sans aucune réaction, et quand il se décide enfin à bouger, il divise ses forces comme un méchant de film d'horreur des années 80. Tout ça nous amène au plus gros problème de Demon Slayer, son plot armor
indécent. L'armure en scénario, de ouf. C'est tellement flagrant que même la mort de plusieurs personnages dans l'arc final ne suffit pas à rendre l'histoire plus crédible, parce que ces morts au final ne servent à rien. C'est pas grâce au pourfendeur que Muzan perd, c'est surtout parce que Muzan fait n'importe quoi, et se fait avoir d'ailleurs par sa propre bêtise. Je me permets d'ailleurs de vous balancer quelques perles de plot armor pour la route. Giyu qui débarque pile au bon moment pour sauver Tanjiro sans aucune explication. Tanjiro qui pose littéralement la main sur Muzan en pleine rue et survit sans problème, alors que Muzan aurait pu l'éliminer en un claquement de doigts. L'arc du quartier des plaisirs où tout le monde devrait être mort au moins 40 fois, mais où les personnages survivent à des blessures fatales grâce à des justifications absurdes, comme Inosuke qui déplace ses organes, on se croirait dans Kenshin le Vagabond, ou Tengen qui joue les cadavres sans se vider son sang. Ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Enfin bref. Et d'ailleurs, en parlant d'aucun sens, parlons un peu du Magic System, effectivement, de Kimetsu no Yaiba, c'est-à-dire du système de pouvoir, donc la respiration, qui clairement là aussi n'a ni queue, ni tête, ni quoi que ce soit en réalité. Le breathing system, comme dirait l'autre, c'est-à-dire le système de magie de Demon Slayer, qui se base sur le système de respiration, sur un système de respiration, comme quoi effectivement, il y a différents types de respiration selon les éléments, c'est-à-dire que, voilà, un personnage va avoir une respiration d'eau, et donc va utiliser de l'eau pour se battre avec son sabre ou je ne sais quoi, voilà, respiration de feu, ce que vous voulez. Bon alors, c'est sympathique, c'est pourquoi pas, et donc il y a différentes manière de respirer pour utiliser différents types d'éléments. Sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là où il y a un gros souci, c'est qu'en réalité, aucun élément n'est vraiment utilisé. C'est-à-dire que quand Tanjiro utilise sa respiration d'eau, c'est pas de l'eau en fait. C'est juste un effet visuel pour t'expliquer que c'est une respiration d'eau. Mais alors, techniquement parlant, c'est censé montrer qu'il frappe un peu d'une manière unique qui ressemble un peu à l'écoulement de l'eau, mais il n'y a pas vraiment d'élément d'eau. L'élément de l'eau n'est pas utilisé. C'est un peu... J'ai du mal à m'exprimer, mais c'est aussi pour vous dire à quel point le système est un peu bizarre. Et je sais qu'il y en a qui n'ont même pas vraiment compris, j'ai dû faire des recherches, je sais qu'il y en a qui n'ont pas compris ça, qui croient vraiment qu'en fait les personnages invoquent et utilisent réellement les éléments de leur respiration, alors que non, pas du tout. Il y a des exemples stupides, mais par exemple quand Zenitsu se bat contre le démon araignée, tu vois par exemple comment il s'appelle Tanjiro, dire « Ah tiens, incroyable, je sens la foudre tonner ou je sais pas quoi », alors que techniquement, bah il n'y a pas de foudre en fait, il n'y a pas de foudre. C'est juste Zenitsu qui utilise, il me semble, la respiration d'électricité. Bref, écoutez, moi je comprends rien. C'est vraiment très bizarre. Voilà quoi. Je trouve ça confus. Ça veut dire que on voit les éléments, on te parle d'éléments, mais en fait il n'y a pas d'éléments. Ok, d'accord. Bah, écoutez. Mais attendez, c'est loin d'être fini, parce qu'effectivement, peut-être que vous disiez, ok, d'accord, on a touché le fond, le système magique de Kimetsu no Yaiba n'a aucun sens. Mais c'est même pas la fin, les amis. Il y a pire encore, parce que, au-delà des incohérences scénaristiques, du plot armor obscène et du magic system qui est éclaté sur le bitume, bah il y a encore d'autres énormes failles dans Demon Slayer dont personne ne parle jamais. Déjà, on va parler de Nezuko, puisque le problème, c'est que l'organisation des pourfendeurs de démons suit une règle très simple. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Un bon démon est un démon mort, et c'est cohérent, au vu des atrocités commises par ces mêmes démons. Mais étrangement, quand Tanjiro débarque en suppliant très fort que Nezuko est différente, parce que c'est sa sœur, bah ça suffit à leur faire dire au pourfendeur de démons, bah ok tranquille, aucun souci, on va juste vérifier qu'elle bouffe personne pendant 5 minutes et c'est réglé. Aucun autre démon, même ceux qui montrent des signes d'humanité évidents, n'ont jamais eu droit à un traitement aussi généreux. Ça révèle une hypocrisie énorme dans le système moral de l'organisation des pourfendeurs de démons, qui en réalité dépend juste de qui demande gentiment et qui fait des yeux doux aux piliers. Autre problème, bah c'est l'humour répétitif et infantilisant. Bon après tout, vous me direz, on est dans un shonen, mais pour moi c'est un problème majeur. L'humour se résume quasiment toujours à Zenitsu qui hurle comme un demeuré, en courant dans tous les sens, ou à Inosuke qui fonce tête baissée sur tout ce qui bouge en gueulant. Alors ouais, ça peut éventuellement faire sourire les 2 premières fois, mais au bout du 50e gag identique, on atteint rapidement l'overdose. Cet humour répétitif, rébarbatif et infantilisant sabote souvent la tension dramatique et empêche de prendre les situations réellement au sérieux. Et clairement, il n'y avait pas besoin de ça. Reparlons un peu de Nezuko, et surtout parlons de la manière dont elle est tragiquement sous-utilisée dans l'histoire de Kimetsu no Yaiba. Elle est censée être le cœur émotionnel et le déclencheur même du voyage de Tanjiro, mais pourtant, elle passe son temps réduite à un espèce de rôle de mascotte mignonne et silencieuse dans sa boîte en bois. Elle ne parle pas, n'évolue quasiment pas psychologiquement, et quand elle sort enfin de sa boîte pour combattre, bah c'est presque toujours comme outil scénaristique de dernière minute. C'est franchement dommage parce que quand on réalise le potentiel énorme que le personnage aurait pu avoir, bah finalement on a un peu le seum que elle n'est jamais autre chose qu'une petite sœur démon adorable, bah qui grogne parfois. Voilà. C'est un peu con, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Autre point problématique
de Kimetsu no Yaiba, bah c'est la facilité absurde avec laquelle les héros deviennent soudainement ultra forts. Dans Demon Slayer, maîtriser les techniques de respiration demande normalement des années d'entraînement acharné, et seuls les plus talentueux peuvent prétendre y arriver. Sauf que Tanjiro, Zenitsu et Inosuke parviennent à développer des techniques ultra complexes en quelques semaines ou même en à peine un mois, sans mentor clair ni entraînement cohérent. Zenitsu par exemple devient plus fort en dormant littéralement sur le champ de bataille, Inosuke invente des techniques incroyables tout seul en fonçant juste tête baissée, et ça enlève toute crédibilité à la notion d'entraînement ou d'apprentissage, qui en principe est censé être la clé de voûte de tout shonen neketsu qui se respecte. Et à ce niveau, autant dire qu'il maîtrise toutes ces techniques-là juste parce que le scénario l'a décidé. Voilà, autant ne pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Et puisqu'on est encore sur le chapitre des absurdités de Demon Slayer, bah parlons des incohérences, on va le dire physiques, omniprésente dans Demon Slayer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par incohérence physique? Bon, alors le plus simple pour m'expliquer, bah, ce serait de vous donner un exemple, et quoi de mieux comme exemple que Zenitsu, qui se fait littéralement briser les jambes face aux démons araignées durant l'arc de la forêt. Et pourtant, à peine quelques épisodes plus tard, bah, on voit le mec gambader joyeusement, comme si rien ne s'était passé. Tanjiro, d'ailleurs, subit aussi constamment des blessures extrêmement graves, mais l'animé fait comme si un petit bandage de rien et une bonne nuit de sommeil suffirait à tout guérir instantanément. Le mec se fait tordre le cou tous les 2 épisodes, mais pourtant, il n'y a pas de souci. À croire qu'ils ont tous accès à un service de soins intensifs magiques hors écran ou même à des senzu. Ça m'étonnerait même pas. Bon, alors, tout à l'heure, effectivement, je parlais de l'un des pires antagonistes, tout manga confondu, c'est-à-dire Muzan, mais c'est même pas le seul, puisque si on s'attarde sur les autres antagonistes, clairement, ça va faire mal. Déjà, rien que les combats, vous les avez tous vus. C'est littéralement toujours la même chose avec les 12 lunes. Étape 1, le démon apparaît et il est présenté comme incroyablement puissant. Étape 2, en plein combat, flashback émouvant sur son passé tragique pour essayer de nous faire verser une petite larme. Et étape 3, le démon pleure un peu pour montrer qu'il a perdu son humanité et qu'il n'est pas juste un méchant générique. Bon, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais je voulais en reparler parce que là, c'est vraiment chiant, quoi. Les ficelles sont tellement grosses, je veux dire, ça se voit à l'œil nu. Cette espèce de manipulation émotionnelle pour dire ouais, regardez, l'écriture est vraiment intéressante dans Kimetsu no Yaiba, attention, hein. C'est pas juste gentil contre méchant, si. C'est gentil contre méchant, juste que vous essayez de nous prendre pour des demeurés. Voilà, en réalité c'est la même chose. À croire que tous les démons ont exactement le même passé tragique, copié-collé, avec une mère absente ou un père violent, afin qu'on ait pitié d'eux juste avant leur mort. Et à force, ça ne provoque même plus d'empathie. C'est juste une grosse impression de déjà-vu, on se croirait dans Naruto. Et même les enjeux du scénario sont juste d'une faiblesse abyssale. C'est le vide absolu. Encore une fois, Muzan, le grand antagoniste principal du manga Kimetsu no Yaiba, veut simplement devenir immortel en résistant au soleil. J'en ai déjà parlé, mais pourquoi pas, mais à aucun moment Demon Slayer n'essaie d'aller plus loin dans son objectif. Pas de réflexion sur ce que signifie vraiment être immortel, aucune remise en question morale sur ce que ça implique de devenir un démon, non. Muzan se contente juste d'être un méchant parce que c'est cool, et Tanjiro veut juste sauver sa sœur parce que, bah, il est gentil. C'est basique au possible, sans profondeur ni nuance. Alors oui, c'est un shonen, mais, enfin quand même, je veux dire, bon, il y a Full Metal Alchemist, il y a Hunter x Hunter, il y a même Jojo. Il y a respectez un peu les amis, tout de même. Il y a quand même possibilité de nous proposer des enjeux peut-être un peu plus ambitieux que tuer le méchant parce qu'il est méchant. Et autre souci majeur, parce que bon, ça n'arrête pas dans ce manga éclaté, c'est la gestion catastrophique du rythme. Dans le manga, tout s'enchaîne beaucoup trop vite, les arcs sont précipités, on n'a jamais vraiment le temps de souffler, ou même de voir les personnages évoluer naturellement. A l'inverse, l'animé étire artificiellement chaque scène d'action à l'extrême, et le moindre combat dure des épisodes entiers, juste pour créer du faux suspense et remplir la saison. Résultat, soit t'es frustré parce que tout est expédié trop vite, soit tu t'ennuies parce que chaque épisode est rempli à ras-bord de moments inutilement longs, où les personnages se regardent dans le blanc des yeux sans rien faire. Bref, je préfère conclure ici parce que là je vais devenir de plus en plus vulgaire. Demon Slayer est un animé certes visuellement sublime, mais qui sur le plan scénaristique est d'une simplicité et d'une maladresse absolument imbuvable. L'intrigue est convenue, les personnages sont creux, le worldbuilding ne tient pas debout. C'est vraiment le genre d'animé qui brille grâce à son animation et sa mise en scène, mais qui s'effondre dès qu'on gratte un peu sous la surface. Est-ce que c'est mauvais? Ouais, c'est mauvais. Désolé. Voilà. J'allais dire, au début je me disais peut-être que j'allais dire que c'était moyen, mais... Non, faut dire la vérité quand même. C'est beau à regarder, tu regardes l'animé, tu coupes le son, voilà. Tu coupes le son et tu regardes un peu les belles images, mais voilà. Dès que ça commence à jacter, dès que ça commence à essayer de te faire croire qu'il y a une histoire, non, là, ça s'effondre immédiatement, et je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires quels sont les défauts que j'ai ratés, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.